Dans ce chapitre, nous allons faire une étude énergétique de chacun des oscillateurs mécaniques que nous avons étudiés dans le chapitre précédent, pendule élastique, pendule de torsion, pendule pesant. Nous allons voir les types d'énergie qu'ils échangent au cours de leur mouvement oscillatoire. Nous allons voir aussi comment ces énergies varient en fonction du temps, en fonction des abscisses angulaires ou bien linéaires. Mais l'énergie, c'est la capacité d'un système à fournir un travail. Et le travail aussi, c'est inversement, le travail, c'est lorsqu'une force développe un travail, elle peut modifier l'énergie d'un système. Ça veut dire que la notion d'énergie et de travail, ils sont étroitement liés. C'est pour cela que l'on doit commencer par un rappel sur la notion de travail. Et l'année dernière, nous avons vu le travail d'une force constante. Cette année, nous allons ajouter le travail d'une force variable. Alors d'abord, dans le cas d'une force constante, vous avez ici un système qui est au mouvement, qui se déplace, soit d'une manière rectiligne, soit non. Il est soumis parmi d'autres forces à une force F constante, ça veut dire que l'intensité, le sens et la direction sont constantes, ne changent pas. Le point d'application, il se déplace de A jusqu'à B. Alors le travail de A à B de cette force F, c'est le produit scalaire entre le vecteur F et le vecteur déplacement AB. Ce travail, il peut être soit moteur, soit résistant, ça dépend de la force. Si la force agit dans le sens du déplacement, elle aura un travail moteur. Dans ce cas, le travail, il est positif. Et la force, elle est dite motrice. Si elle agit d'une manière opposée au mouvement, si elle résiste au mouvement, son travail sera négatif et le travail, elle est dit résistant, la force, elle est résistante. Et il y a le cas particulier du poids d'un corps. Alors, pour exprimer le poids d'un corps entre deux positions A et B, on va considérer un corps de centre d'inertie G se déplaçant du point A au point B, deux points quelconques, et nous allons chercher le travail du poids entre ces deux points, A et B. Et nous allons considérer que le mouvement se fait dans ce système d'axe IK, I horizontal, K vertical, dirigé vers le haut. Nous allons aussi considérer que ce mouvement se fait dans un domaine où le champ de pesanteur G, il est uniforme. Ça veut dire il est le même partout dans ce domaine où se fait le déplacement. Donc, P, c'est une force qui peut être considérée comme constante. Donc, on peut, entre A et B, entre ces deux points, on peut appliquer la relation précédente. Le travail entre A et B de P, c'est P scalaire AB. Et puisque P égale mg et G c'est moins G fois K, G il est opposé à K, donc moins mgk, AB, le vecteur AB dans le système d'axe IK, c'est, alors A elle est d'abscisse XA, d'ordonnée ZA, B d'abscisse XB, d'ordonnée ZB. Donc c'est XB moins XA, I, plus ZB moins ZA, K. Donc le travail du poids entre A et B, c'est moins mgk scalaire cette expression AB. K et I, ce sont deux vecteurs unitaires de module 1. K et I sont perpendiculaires, donc l'angle entre les deux c'est pi sur 2. Donc ce produit scalaire KI, c'est K fois I, c'est le module de K fois le module de I fois cosinus de pi sur 2. C'est 0. Il reste moins mgk multiplié par zb moins za fois k. K fois k, c'est 1 fois 1 fois cosinus 0, c'est 1. Donc il reste le travail de P de A à B, c'est moins mg zb moins za. Alors ce travail, observez qu'il ne dépend que de za et de zb, il ne dépend pas du chemin suivi. Donc le travail
quel que soit le chemin suivi, et là, cette expression, il ne dépend que de l'état initial et de l'état final du corps, du centre d'inertie du corps. Autre remarque, c'est que s'il s'agit d'une montée dans le champ de pesanteur, ça veut dire que B, il se trouve au-dessus de A. Ça veut dire que ZB moins ZA, il est positive, cette valeur. Avec ce signe moins, donc le travail, il est négatif. Le travail négatif, ça veut dire que c'est un travail résistant. Et c'est évident parce que lors d'une montée, le poids, il s'oppose à la montée. Donc, c'est une force résistante. Si B se trouve en dessous de A, ça veut dire que c'est une descente. Et dans ce cas, ZB moins ZA, il est négatif. Avec ce signe moins, le travail, il est positif. Et c'est évident parce que lors d'une descente, le poids, c'est une force motrice et son travail, il est moteur. Passons ensuite au cas général, au cas d'une force quelconque, d'une force non constante. Et on va exprimer ce qu'on appelle son travail élémentaire. Et considérons une force F dont le point d'application se déplace d'un point A à un point B. La force F, elle est variable, ça veut dire que son intensité varie, ou bien son sens, ou bien sa direction, ou bien les trois. Donc, puisque c'est une force qui n'est pas constante, on ne peut pas appliquer la relation W de A à B de F. Le travail entre A et B de cette force F est égal le produit scalaire entre la force et le déplacement AB, parce que F n'est pas constante. Mais cependant, on peut considérer deux points M1 et M2 suffisamment proches pour qu'on puisse considérer que cette force F entre ces deux points est constante. Et si ces points M1 et M2 sont infiniment proches dans le sens mathématique du terme, on appelle ce déplacement du point d'application de la force de M1 jusqu'à M2, on l'appelle un déplacement élémentaire. Et on le note delta L, c'est un vecteur, c'est le vecteur M1, M2. Delta L égale M1, M2. C'est le déplacement élémentaire. Donc, entre M1 et M2, qui sont très proches, ou bien infiniment proches, et puisque la force est considérée comme constante, on peut appliquer la relation W égale F scalaire le déplacement. Donc, le travail élémentaire delta W, oui, c'est un travail élémentaire parce qu'il s'agit d'un travail qui concerne un déplacement élémentaire d'une force F lors d'un déplacement élémentaire, delta L, de son point d'application, a pour expression delta W de F, c'est le travail élémentaire de F, entre M1 et M2, est égal F scalaire delta L. Nous passons ensuite à chercher l'expression du travail développé par la force de rappel d'un ressort. Et cette force de rappel du ressort, c'est une force dont l'intensité varie avec l'allongement, donc c'est une force variable. Donc on ne peut pas appliquer, dans ce cas, le travail égale la force scalaire, le déplacement. On doit chercher à exprimer le travail sur un déplacement élémentaire. Ensuite, on va déduire le travail sur un déplacement quelconque. Alors nous allons considérer un ressort de raideur K de masse négligeable, horizontale. Son extrémité coïncide avec l'origine du repère OI. Alors l'axe OX, il est horizontal, dirigé dans le sens de l'allongement du ressort. Et nous allons chercher l'expression de la force de rappel de ce ressort lorsqu'on allonge le ressort et on déplace son extrémité
d'un point A1 d'abscisse x1 à un point A2 d'abscisse x2. Et on va considérer que cette extrémité, elle est soumise à une force appliquée par un opérateur qui tire sur l'extrémité du ressort vers la droite, ça veut dire dans le sens de l'axe OX. Et si le ressort est allongé, il apparaît une force de rappel FR opposée à cette force F. Et si on considère un déplacement de cette extrémité, un déplacement très très lent, à vitesse constante, ça veut dire qu'en appliquant le principe de l'inertie, on peut écrire que F plus FR égale 0, ça veut dire qu'elles sont opposées. Donc, on va appeler F la force appliquée par l'opérateur, FR la force de rappel du ressort. Ces deux forces sont opposées. F égale moins FR. FR c'est moins KXI. Donc F égale plus KXI parce qu'ils sont opposés. Sur un déplacement élémentaire delta L entre A1 et A2, c'est un déplacement élémentaire, ça veut dire très petit. Delta L tel que delta L est égal delta X fois I. Alors delta X c'est la mesure algébrique de ce déplacement. C'est la projection de delta L sur l'axe des X. Delta X multiplié par le vecteur unitaire I. Donc le travail élémentaire de la force F sur delta L, c'est F scalaire delta L parce qu'on suppose que sur ce delta L, la force est pratiquement constante. Et puisque F égale KXI, alors delta L c'est delta XI, donc le produit va donner I scalaire IC1, il reste KX delta X. Et donc, connaissant le travail sur delta L, un travail élémentaire, on va faire une somme de A1 jusqu'à A2 sur une somme des travaux élémentaires de A1 jusqu'à A2. Donc le travail de A1 à A2 de F, c'est la somme, c'est une somme discontinue de A1 jusqu'à A2 des travaux élémentaires que développe la force F. Donc c'est une somme de x1 jusqu'à x2 de kx delta x. Alors on va réaliser cette somme d'une manière géométrique parce que alors f d'abord f en fonction de x parce que f est égal à x, c'est une fonction linéaire. La courbe passe par O, c'est une droite dont la pente c'est k. Alors on va considérer ici x1, c'est l'abscisse de A1. Elle a pour ordonnée kx1. F de x égale f égale kx. x2, c'est l'abscisse de A2. Elle a pour ordonnée kx2. X quelconque entre A1, entre x1 et x2. Il a pour ordonnée kx. Alors observons que et delta x c'est un déplacement élémentaire. Observons que delta x ou bien kx fois delta x, alors kx c'est la longueur de ce rectangle bleu. Voici la longueur multipliée par delta x. Alors delta x c'est la largeur. Donc kx fois delta x, elle représente l'aire de ce rectangle bleu. Et si on fait tendre delta x vers 0, le triangle noir situé entre le rectangle et la courbe va tendre aussi vers 0. Et parce qu'on est en train de chercher la somme des travaux de x1 jusqu'à x2, ça veut dire que alors le travail sur delta x, il représente l'aire de ce rectangle. Donc le travail de x1 jusqu'à x2 va représenter l'aire de cette partie hachurée en rouge. Ça veut dire la somme de ces rectangles. Je vais faire la somme de tous ces rectangles. J'obtiens l'aire de la partie hachurée en rouge. Et cette aire, il peut être déterminé, il peut être exprimé en fonction de x1 et de x2, comme ceci. Alors,
Le triangle, alors ce triangle, son aire c'est x2 multiplié par kx2. Alors ça va donner la surface de toute cette partie divisé par 2, ça veut dire 1 demi kx2 au carré. x2 multiplié par kx2, c'est kx2 au carré, divisé par 2. Donc c'est 1 demi kx2 au carré. Ensuite, pour avoir la partie en rouge, je dois retrancher cette partie en vert. Donc c'est kx1, d'abord c'est x1 multiplié par kx1. Donc c'est kx1 fois x1, c'est kx1 au carré, divisé par 2. Donc moins 1 demi kx1 au carré. Donc le travail de A1 jusqu'à A2, le travail de F, lorsque son point d'application se déplace de A1 jusqu'à A2, c'est 1 demi kx2 au carré moins 1 demi kx1 au carré. Ou bien, alors je peux procéder soit par cette méthode géométrique, ou bien par intégration, ça veut dire en utilisant une somme continue. Et dans ce cas, delta W, alors je vais écrire, au lieu d'écrire delta W égale Kx delta X, je vais écrire dW égale Kx dx. Et le travail de A1 jusqu'à A2 de F, le travail de F lorsque le point d'application se déplace de A1 jusqu'à A2, c'est l'intégrale, c'est une somme continue, de x1 jusqu'à x2 de Kx dx. Donc alors la primitive de Kx, c'est 1 demi Kx au carré, de x1 jusqu'à x2. Et ceci va donner 1 demi Kx2 au carré moins 1 demi Kx1 au carré. Et puisque le travail de Fr, c'est moins le travail de F, leurs travaux sont opposés, donc j'obtiens le travail de la force de rappel du ressort lorsque son point d'application se déplace de A1 jusqu'à A2, d'abscisse respective x1 et x2, c'est moins cette expression, moins 1 demi kx2 au carré moins 1 demi kx1 au carré. Alors c'est une relation qu'on va utiliser après sans la démontrer, on peut l'utiliser directement sans démonstration. Et vous pouvez aussi vérifier que ce travail, il peut être soit positif, soit négatif selon le déplacement de l'extrémité. Alors par exemple, dans notre cas, de A1, le déplacement se fait de A1 jusqu'à A2. Ça veut dire que X2, il est supérieur à X1. Et FR, elle s'oppose au déplacement. Alors puisque FR s'oppose au déplacement, le déplacement se fait dans le sens de X, de OI. Et la force opposée, donc c'est un travail négatif. Alors observez que X2 il est supérieur à X1, donc ce terme il est positif, et avec ce signe moins, le travail, il est négatif, c'est bien un travail résistant. Par contre, s'il y a déplacement dans le sens contraire, le ressort étant allongé, l'extrémité s'approche de haut, dans ce cas, A1 va prendre cette position, A2 va prendre celle-ci, donc X2 sera inférieur à X1, donc ce terme sera négatif, et avec ce signe moins, le travail sera positif. Bien sûr, il est positif parce que le déplacement se fait dans ce sens et FR aussi dans le même sens, donc c'est une force motrice, son travail, il est positif. Dans cette deuxième partie de ce chapitre, nous allons rappeler la notion de l'énergie mécanique, parce que nous avons vu au cours du première année du bac que l'énergie mécanique d'un corps solide en mouvement dans le champ de pesanteur, c'est la somme, l'énergie mécanique, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. Alors nous allons commencer par rappeler la notion d'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, elle est liée au mouvement. Ça veut dire qu'un corps solide, s'il est en mouvement dans un repère donné, il a de l'énergie cinétique. S'il est au repos dans ce repère, son énergie cinétique, elle est nulle. Et l'énergie cinétique, il se définit, alors l'expression de l'énergie cinétique, elle dépend de est-ce que c'est un mouvement de translation ou bien de rotation.
Alors, si c'est un mouvement de translation, si on considère un corps de masse m dont le centre d'inertie g se déplace dans un repère donné à la vitesse vg, à un instant donné, son énergie cinétique, c'est 1 demi mvg au carré. Et si le corps est en mouvement de rotation autour d'un axe delta fixe, et si son moment d'inertie, c'est par rapport à cet axe delta, c'est j delta, et sa vitesse angulaire autour de cet axe à un instant donné, c'est oméga. Son énergie cinétique à cet instant, c'est 1 demi j delta oméga au carré. Alors observez la différence, la masse est remplacée par le moment d'inertie et la vitesse linéaire du centre d'inertie est remplacée par la vitesse angulaire du corps autour de l'axe delta. Alors le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique entre deux instants T1 et T2, c'est la somme des forces, elle est égale à la somme des forces des travaux extérieurs appliqués sur ce corps entre ces deux instants T1 et T2. Alors, dans le cas de la translation, elle s'écrit de cette façon, 1 demi mv final, ça veut dire à l'instant T2, moins 1 demi mv au carré, moins 1 demi mv au carré initial, ça veut dire l'énergie cinétique finale moins initiale, est égale à la somme des travaux des forces extérieures entre ces deux états. De même pour la relation, seulement au lieu d'écrire 1 demi mv carré, j'écris 1 demi g delta oméga au carré. Nous allons ensuite passer à la notion de l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps. Alors que l'énergie cinétique elle est liée au mouvement du corps dans un repère donné, son énergie potentielle de pesanteur elle est liée à la traction terrestre. Et on va essayer de rappeler son expression en partant de cette situation où un corps de masse m de poids p se déplace sous l'action d'une force F exercée par un opérateur dans un domaine où le champ de pesanteur est considéré comme uniforme. Il va partir d'un point A avec une vitesse VA égale 0 jusqu'à un point B avec une vitesse VB égale 0. Et A, il est la coordonnée de A sur cet axe des Z dirigé vers le haut, d'origine haut, il est vertical dirigé vers le haut. La coordonnée de A sur cet axe c'est ZA et celle de B c'est ZB. Donc entre A et B, le corps il est soumis à l'action de deux forces extérieures, P et F. Et on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égale à la somme des travaux des forces P et F. Et puisque les énergies cinétiques A et B sont nulles, donc cette différence est nulle, donc cette somme elle est nulle. Donc le travail de A à B de F est égal à moins le travail de A à B du poids. Ça veut dire que le travail de F, il est opposé à celui du poids. Et je peux écrire que le travail de A à B de F, parce que le travail de A à B du poids, c'est mgza moins mgzb. Donc, le travail de A à B de F, c'est mgzb moins mgza, et c'est une expression qui est positive. Et ce travail ne dépend que des positions de A et de B, ça veut dire qu'il ne dépend pas, comme celui du poids, il ne dépend pas du chemin suivi. Et observez que ce travail, il est positif, donc, puisqu'il est positif, il fait augmenter une certaine énergie que possède le corps. Et c'est cette énergie qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Observez que le travail, c'est la différence entre deux termes, mgz, mgz. Ça veut dire que cette grandeur, cette expression mgz, elle a la même dimension qu'un travail, elle a la même dimension qu'une énergie. Son unité dans le système international, c'est le joule. Donc, ce mgz, il constitue une énergie qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Et ce travail, c'est la différence entre ces deux énergies, en B et en A. Alors, à ce travail est associée une augmentation d'une nouvelle forme d'énergie, l'énergie potentielle de pesanteur, et qui a pour expression EPP égale mgz. Et
Ici, on peut ajouter une constante parce que même si on ajoute une constante avec ce signe moins, elle va être éliminée. Donc, il va rester, si on écrit l'énergie potentielle en B moins l'énergie en A, quelle que soit la constante, c'est mgzb moins mgza. Alors, cette C, c'est une constante qui dépend du choix arbitraire de l'état de référence, EPP égale 0. Ça veut dire un plan horizontal dans lequel on choisit comme énergie potentielle d'un corps qui se trouve sur ce plan, EPP égale 0. Alors, si on choisit par exemple EPP égale 0, on Z égale 0 à l'origine sur un plan horizontal qui passe par O, origine de l'axe OZ. Alors, si EPP égale 0, on Z égale 0, alors cette expression sera 0 égale 0 plus C, ça veut dire que C égale 0, et dans ce cas, EPP c'est mgz. Alors, c'est un cas particulier où l'état de référence coïncide avec l'origine de l'axe Z. Et ici, il faut faire attention parce que cette expression, elle est utilisée lorsque Z est dirigé vers le haut. Si Z est dirigé vers le bas, je dois écrire EPP égale moins mgz plus une constante.